dans la quiétude de son village provençal, Élise croyait que ses journées s'écouleraient désormais au rythme lent du soleil et des souvenirs, jusqu'à ce que le son strident du téléphone ne vienne briser l'harmonie. Le soleil d'octobre était doux ce matin-là, caressant les pierres anciennes de Valombre d'une lumière dorée. Comme chaque jour depuis la mort de son mari, Jean, Élise avait commencé sa journée par ses petits rituels, des ancres rassurantes dans l'océan du temps qui passe. Elle avait enfilé un gilet en laine par-dessus sa chemise, attrapé son panier en osier tressé et avait quitté la fraîcheur de son mas. Le sentier qui menait au cœur du village sentait le thym et la terre humide. Chaque visage qu'elle croisait lui était familier. Un signe de tête à sa voisine qui étendait son linge, un sourire au vieux monsieur Michel qui lisait son journal sur le banc de la place. La porte de la boulangerie de monsieur Fabre était ouverte, laissant s'échapper une odeur réconfortante de pain chaud. Bonjour Élise. Une baguette tradition, comme d'habitude, lança le boulanger, ses mains blanches de farine. Bonjour Robert. Oui, s'il vous plaît. Elle est particulièrement belle aujourd'hui, répondit-elle en tendant sa pièce. Le petit échange était simple, prévisible, et pourtant essentiel. C'était le tissu de sa vie ici, fait de ces petits riens qui tissent les liens les plus solides. Sur le chemin du retour, elle fit un léger détour par le centre communal, un modeste bâtiment où les anciens du village aimaient se retrouver pour jouer aux cartes. Elle y déposa discrètement un bouquet de verveine fraîchement coupé de son jardin sur la table de l'entrée, un geste anonyme pour parfumer l'air et le quotidien de ses semblables. De retour chez elle, elle s'installa sur sa terrasse, son café fumant à côté d'elle. Le lac d'argent scintillait en contrebas, sa surface à peine ridée par une brise légère. C'était ici, face à ce paysage immuable, qu'elle se sentait le plus proche de Jean. En arrosant les géraniums qu'il aimait tant, une de ses phrases favorites lui revint en mémoire. Une belle façade, Élise, peut cacher des fondations bien fragiles. Il disait cela à propos des nouvelles constructions modernes qui commençaient à poindre dans la région, mais avec le temps, elle avait compris que cela s'appliquait aussi aux gens. C'est à ce moment précis que le vieux téléphone en bakélite se mit à sonner. Le son, strident et incongru dans le silence paisible, la fit sursauter. Elle décrocha, une pointe d'appréhension dans la voix. « Allô ? Élise. C'est Chloé. Comment vas-tu ? » La voix de sa belle-fille était enjouée, presque trop. « Chloé. Je vais bien, et vous ? Antoine va bien ? Nous allons très bien. Justement, je t'appelle pour ça. On pensait, avec Antoine, que ce serait merveilleux de tous se retrouver pour la Toussaint. On a réservé une table dans ce nouveau restaurant magnifique près d'Aix, tu sais, celui dont tout le monde parle. On viendrait te chercher. Qu'en dis-tu ? Élise resta silencieuse un instant, surprise. Des mois qu'elle n'avait eu qu'un bref appel de son fils. Et maintenant, cette invitation si soudaine, si parfaite. C'est très gentil à vous de penser à moi, dit-elle prudemment. Mais c'est normal. Tu es de la famille. Antoine est juste à côté, il te passe le bonjour, entendit-elle au loin, suivi d'un vague « Salut maman », étouffé, presque un écho. L'envie de revoir son fils, de croire en cette trêve inespérée, l'emporta. C'est d'accord, Chloé. C'est une très bonne idée. Formidable. Je suis si contente. On s'organise et on te rappelle pour l'heure exacte. Je t'embrasse fort. Après avoir raccroché, le silence de la maison semblait soudain plus lourd. Élise fronce les sourcils, un sentiment diffus d'inquiétude s'installant dans son cœur. Pourquoi cette invitation, si parfaite, sonnait-elle si faux ? Assise à la table immaculée du restaurant, Élise comprit que certains festins n'étaient pas faits pour nourrir, mais pour dévorer. Le restaurant que Chloé avait choisi était le genre d'endroit qui figurait dans les magazines. Un décor minimaliste, presque chirurgical, où chaque chaise, chaque verre, chaque pli de nappe semblait avoir été mesuré au millimètre près. L'éclairage tamisé créait des halos de lumière sur les tables espacées, conférant une intimité qui, ce soir-là, ressemblait davantage à un isolement. Élise se sentait comme une fleur des champs transplantée dans une serre high-tech, mal à l'aise dans sa robe simple mais élégante, tandis que Chloé, vêtue d'une robe de créateur à la coupe impeccable, rayonnait. Antoine, lui, semblait tout aussi déplacé que sa mère, engoncé dans un costume qui paraissait trop formel pour ses épaules.
Le balai des serveurs était silencieux et précis. Chloé commanda un Châteauneuf du Pape, un vin puissant et coûteux, d'un geste assuré. C'est elle qui mena la conversation, un monologue pétillant sur ses récents succès professionnels, les projets d'Antoine, les vacances qu'il planifiait. Élise écoutait, répondant par des phrases courtes, sentant la conversation glisser inexorablement vers le sujet qu'elle redoutait. Le souvenir de la voix de Chloé au téléphone, parlant de « l'importance d'optimiser le patrimoine familial », résonnait maintenant dans son esprit avec une clarté menaçante. Et d'ailleurs, en parlant de patrimoine, Élise commença Chloé en posant délicatement sa fourchette. Nous nous inquiétons un peu pour la propriété. C'est un tel trésor, mais aussi un tel fardeau à gérer pour toi toute seule. Antoine baissa les yeux vers son assiette, soudain fasciné par le dessin de son contenu. La maison a toujours été bien entretenue, répondit sèchement Élise. Oh, je n'en doute pas une seconde, rétorqua Chloé avec un sourire désarmant. Mais je parle de potentiel. De vision. Cet endroit a une valeur latente, une valeur considérable. On parle de plusieurs millions, Élise. 19 millions d'euros, d'après une estimation que nous avons fait faire discrètement. Le chiffre tomba dans le silence de la table, obscène et brutal. 19 millions. La valeur de ses souvenirs, de la sueur de son mari, de sa vie entière, réduite à un chiffre sur un rapport d'expert. Ce fut au moment du dessert qu'elle abattit sa dernière carte. Alors qu'un serveur faisait fondre une sphère de chocolat devant elle avec une sauce chaude, révélant un cœur de mousse à la framboise, Chloé sortit de son sac en cuir un luxueux classeur, de la même couleur que sa robe. Elle le fit glisser sur la nappe immaculée. « C'est juste une proposition », expliqua-t-elle d'un ton qui se voulait rassurant. « Un simple acte de transfert. Pour que nous puissions t'aider à gérer tout ça, à sécuriser l'avenir. C'est une formalité, vraiment. Pour le bien de la famille. » Les mots « famille »,« aider »,« sécuriser » sonnaient creux, vidés de leur sens. Élise regarda le classeur, puis le visage souriant de sa belle-fille, et enfin le visage fuyant de son propre fils. Le piège était évident, grossier sous son vernis de sophistication. Son cœur se serra, non pas de peur, mais d'une immense, d'une profonde déception. Le visage d'Élise se ferma. D'une voix blanche mais dont la fermeté surprit Antoine lui-même, elle dit « C'est la maison de votre père. C'est ma maison. Je ne signerai rien ce soir. » Le masque de Chloé tomba une seconde. Ses lèvres se pincèrent et un éclair de pure frustration passa dans son regard avant qu'elle ne le remplace par un sourire contrit, une œuvre d'art de fausse compassion. « Bien sûr, Élise. Prends ton temps. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. » Durant le trajet silencieux du retour, Élise regarde son reflet dans la vitre sombre et une certitude amère s'impose, elle venait de comprendre que pour ses enfants, elle n'était plus une mère, mais un obstacle. Parfois, ce n'est pas la présence des choses qui fait mal, mais leur absence. Et sur le mur du salon de son fils, l'absence était assourdissante. 2 jours s'écoulèrent, 2 jours durant lesquels Élise laissa la poussière de la trahison retomber. Elle ne pleura pas. La tristesse qui l'habitait était trop profonde, trop ancienne pour des larmes. C'était une blessure à l'âme, une fissure dans les fondations de son monde. Le mercredi matin, elle prit une décision. Elle prépara un pot de sa confiture d'abricot maison, celle que son fils aimait tant quand il était enfant, et prit la route pour la ville. Le prétexte était mince, mais il lui fallait voir. Voir pour comprendre, voir pour confirmer ce que son cœur savait déjà. L'appartement d'Antoine et Chloé était un triomphe de modernité. De grandes baies vitrées offraient une vue panoramique sur les toits de la ville, le mobilier était design, les couleurs neutres blanc, gris, noir. Il n'y avait pas de photos de famille sur les étagères, pas d'objets personnels qui traînaient, rien qui ne raconte une histoire. L'endroit était aussi impeccable et sans âme qu'une page de magazine de décoration. Chloé l'accueillit avec une politesse glaciale, visiblement contrariée par cette visite impromptue. « Élise. Quelle surprise. Entre, je t'en prie. Antoine est en réunion. » Élise entra, le pot de confiture tendu comme une offrande de paix dérisoire. Son regard fut immédiatement attiré par le mur principal du salon. Une grande mosaïque de cadres photos, parfaitement alignés, y était accrochée. Des photos de leur mariage,
de leurs voyages exotiques, de leurs amis souriants. C'était une vitrine de leur bonheur, une histoire soigneusement sélectionnée. Mais une histoire dont elle ne faisait plus partie. Elle s'approcha, le cœur battant. Elle se souvenait de ce mur. Il y a quelques mois, il y avait là une photo d'elle et Jean, prise au bord du lac, un jour de printemps. Ils riaient aux éclats, le vent dans les cheveux. La photo avait disparu. À sa place, un cliché artistique d'un coquillage sur une plage de sable noir. La photo, près du lac. Murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Chloé. Sa belle-fille, qui la suivait du regard, répondit d'un ton détaché qui se voulait serviable. Oh ça? Oui, on a fait un peu de tri, pour un style plus épuré. Tu comprends, il fallait harmoniser l'ensemble. Harmoniser. Effacer. Le mot la frappa avec la violence d'un coup. Elle comprenait. Elle n'était plus en harmonie avec leur nouvelle vie. Elle était un souvenir discordant qu'il fallait ranger au grenier. Elle ne resta pas longtemps. L'air de l'appartement était devenu irrespirable. De retour dans sa maison, la chaleur des vieilles pierres sembla l'envelopper. Mais le réconfort ne dura qu'un temps. La tristesse, lourde et froide, la submergea enfin. Elle s'assit sur le sol de la chambre, devant la vieille malle en bois qui contenait les trésors de Jean. C'était là qu'elle venait puiser sa force, dans le souvenir de leur amour. Elle l'ouvrit. L'odeur de la lavande séchée et du vieux papier emplit la pièce. Elle sortit délicatement ses chemises, ses livres, ses carnets. Elle n'était plus une victime passive, elle était la gardienne d'un royaume menacé. Au fond de la malle, sous une pile de vieilles cartes postales, ses doigts rencontrèrent une enveloppe jaunie qu'elle n'avait jamais vue. Son prénom y était simplement inscrit, de l'écriture large et familière de Jean. Le souffle coupé, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une simple feuille de papier pliée en 4. Quelques mots seulement, cet endroit, c'est notre âme. Protège-la, mon amour. C'était tout. Un message d'outre-tombe, un mandat. Le signe qu'elle attendait. Les larmes qu'elle avait retenues depuis des jours se mirent à couler, des larmes non plus de chagrin, mais de résolution. Elle n'était pas seule. Il était là, avec elle. La note posée sur la table, les larmes séchées sur ses joues, Élise saisit l'annuaire téléphonique. Ses doigts, sûrs et sans hésitation, cherchent un nom, Dubois. Le combat est sur le point de commencer. L'histoire d'Élise vient d'atteindre un tournant décisif. La douleur de la trahison se transforme peu à peu en force pour agir. Si vous suivez toujours cette histoire et que vous croyez, vous aussi, qu'Élise trouvera un moyen de protéger son héritage, merci de commenter le chiffre ci-dessous pour lui transmettre votre soutien. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications, car son combat ne fait que commencer et vous ne voudrez manquer aucun rebondissement. Votre soutien nous aide à continuer de créer des récits touchants et inspirants. Maintenant, retournons à Élise et voyons où cet appel fatidique va la mener. Face à la cupidité moderne, Élise ne sortit pas les griffes, mais le vieux carnet d'adresses de toute une vie, là où résidait sa véritable fortune. Le lendemain matin, une brume légère flottait encore sur le lac d'argent lorsqu'Élise gara sa vieille Renault devant l'étude de Maître Dubois. Le bureau de l'avocat, situé au rez-de-chaussée d'une imposante bâtisse du centre-ville, était un sanctuaire dédié à la loi et au temps. En entrant, elle fut enveloppée par une odeur familière de cuir, de papier ancien et de cire d'abeille. Des murs entiers disparaissaient derrière des bibliothèques en chêne massif, croulant sous le poids de recueils juridiques et de dossiers reliés dont les tranches dorées avaient perdu de leur éclat. Maître Dubois, un homme dont les cheveux blancs et le visage sillonné de rides bienveillantes témoignaient de décennies de pratique, se leva de son large fauteuil en cuir pour l'accueillir. Ses yeux, vifs et perçants derrière des lunettes à monture d'écaille, la rassurèrent immédiatement. « Élise. Quelle bonne idée d'être venue. Asseyez-vous, je vous en prie. Un café ?» Elle refusa poliment, trop nerveuse pour avaler quoi que ce soit. Assise dans le fauteuil qui lui faisait face, elle sentit une partie de sa tension s'évanouir. Elle lui raconta tout, la voix d'abord tremblante, puis de plus en plus ferme à mesure qu'elle vidait son sac. Le dîner, les sourires calculés de Chloé, le silence complice d'Antoine, la photo disparue, et enfin, la note de Jean. Elle la posa sur le bureau entre eux,
un morceau de papier fragile qui portait le poids de tout son monde. L'avocat écouta sans l'interrompre, ses doigts fins joints sous son menton, hochant la tête de temps à autre. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment, relisant la note de Jean. Leur plan est agressif, dit-il enfin d'une voix calme. Mais il est aussi arrogant, et c'est là leur faiblesse. Légalement, ils ne peuvent rien sans votre signature. Cependant, la pression ne cessera pas. C'est une guerre d'usure qu'ils ont commencée. Il se leva et fit les 100 pas devant la fenêtre, ses mains derrière le dos. Mais Jean était un homme prévoyant, et il vous connaissait mieux que quiconque. Il savait que vous n'étiez pas une fleur fragile. Il y a une autre voie que la défense passive, Élise. Il n'y a pas qu'une seule façon de protéger un bien. On peut aussi lui donner une âme, une mission qui le rendra intouchable. Il lui expliqua alors, avec des mots simples, les concepts de l'association loi 1901 et de la fondation. Il lui décrivit comment ces structures pouvaient sanctuariser la propriété, la dédier à une cause noble et la mettre hors de portée de toute convoitise commerciale. L'intention est votre meilleure arme, Élise, conclut-il en se rasseyant. Ils veulent transformer votre histoire en produit de luxe. Répondez-leur en la transformant en un legs pour la communauté. Définissez ce que vous voulez faire de cet endroit, et je m'occupe de lui forger une armure juridique indestructible. Élise quitta le bureau 1 heure plus tard, le cœur plus léger mais l'esprit en ébullition. Elle ne se sentait plus comme une proie acculée. Elle se sentait comme une stratège. Cet après-midi-là, sa cuisine embaumait la tarte aux pommes et le café chaud. Autour de la grande table en bois, 3 visages familiers étaient tournés vers elle, l'écoutant avec une attention intense. Il y avait Danielle, l'ancienne comptable du village, une femme à l'esprit aussi vif que ses yeux pétillants, son carnet et son stylo déjà prêts. Il y avait Lorraine, qui avait passé 30 ans comme secrétaire à la mairie, une experte des méandres de l'administration française, calme et méthodique. Et il y avait Martine, le cœur battant de Valombre, une femme dont la générosité n'avait d'égal que son incroyable réseau de connaissances. Quand Élise eut fini son récit, un silence indigné s'installa, rapidement balayé par une vague de détermination collective. « Les petits monstres !» s'exclama Daniel, tapant son stylo sur son carnet. « Une fondation, quelle excellente idée ! Mais il faut que ce soit carré. Il nous faudra un budget prévisionnel solide, définir le statut fiscal pour les exonérations. Je veux voir leur tête quand ils recevront la notification des impôts. » Pour que le dossier passe en préfecture sans encombre, enchaîna Lorraine de sa voix posée, il faudra remplir le formulaire CERFA 12156*05 à la perfection. Chaque virgule compte. Je vais préparer une liste de toutes les pièces à joindre. Ils ne pourront pas nous chercher des noises dessus. Martine prit la main d'Élise et la serra. Et pendant que vous vous occupez de la paperasse, les filles, je m'occupe des gens. Il faut construire un mur de soutien communautaire autour de toi, Élise. Je vais parler à Jean-Pierre au marché, aux dames du club de lecture. Si Chloé sent que tout le village est derrière toi, elle n'osera plus revenir. Les jours qui suivirent transformèrent la maison d'Élise en une ruche bourdonnante. La solitude avait été chassée par les rires, les débats passionnés et le bruit des tasses de café. Elles passèrent des heures à définir le projet. Le nom, Fondation Lumière du Lac, fut choisi après de longues discussions, car il symbolisait à la fois l'héritage de Jean et l'espoir d'un nouvel avenir. Elles rédigèrent sa mission, mot par mot, avec une émotion palpable, soutenir et valoriser les femmes de plus de 60 ans par la transmission des savoirs, la création de liens sociaux et la solidarité intergénérationnelle. Une semaine après la première visite d'Élise, Maître Dubois arriva chez elle, une mallette en cuir à la main. Il en sortit les statuts finaux, imprimés sur un papier épais. L'heure était solennelle. Réunis autour de la table de la cuisine, les 4 amies, les 4 membres fondatrices, signèrent les documents, l'une après l'autre. Le stylo passa de main en main comme un flambeau. Ce n'était plus seulement le combat d'Élise, c'était devenu le leur. Le pacte était scellé. Alors qu'elle célébrait ce moment avec une tisane à la verveine, le téléphone d'Élise sonna. Elle reconnut le numéro qui s'affichait. Un regard échangé avec ses amis lui donna le courage de décrocher. « Maman ? C'est Antoine. » Sa voix était faussement décontractée, presque mielleuse. « J'espère que tu vas bien.
Je voulais juste savoir si tu avais eu le temps de réfléchir à notre proposition. Un léger sourire, le premier vrai sourire de combattante, se dessina sur les lèvres d'Élise. Elle regarda ses amis, ses sœurs d'armes, qui la soutenaient du regard. Oui, Antoine. J'ai beaucoup réfléchi. Le crissement des pneus sur le gravier de l'allée était le signal. Le dernier acte de la pièce était sur le point de se jouer. Élise était dans son salon, plongée dans la lecture d'un roman près de la fenêtre, quand le bruit du moteur puissant de la berline allemande déchira la quiétude de l'après-midi. Elle vit la voiture se garer avec une précision agressive, trop près de ses massifs de rosiers. Elle ferma son livre, le marquant de son doigt, et son cœur se mit à battre d'un rythme lent et régulier, comme un tambour de marche annonçant une bataille inévitable. Elle n'éprouvait plus de peur, seulement une calme et froide résolution. Se levant, elle alla dans la cuisine, non pas pour fuir, mais pour préparer du café, un geste de normalité délibéré face à la tempête qui s'annonçait. Quand la sonnette retentit, sa stridence impatiente contrastant avec le chant des oiseaux dans le jardin, elle alla ouvrir. Sa main sur la poignée de porte ne tremblait pas. Chloé se tenait sur le perron, vêtue d'un tailleur pantalon d'un blanc immaculé, une véritable armure de femme d'affaires prête pour la conquête finale. Ses talons aiguilles s'enfonçaient légèrement dans la terre meuble, comme si elle peinait à trouver sa place dans cet univers organique. Antoine, à ses côtés, semblait avoir rapetissé dans son costume sombre, son visage pâle et tendu. Son regard fuyait celui de sa mère, se posant sur les géraniums du perron, sur le heurtoir en fer forgé, n'importe où sauf dans les yeux qu'il avait vu naître. « Entrez, je vous prie. »« Le café est presque prêt, » dit Élise d'une voix dont la neutralité les surprit. Elle les fit passer au salon et leur servit le café dans ses vieilles tasses en porcelaine dépareillée, un petit acte de résistance culturelle face à leur monde standardisé. Chloé refusa d'un geste sec les biscuits sablés qu'Élise avait fait le matin même. Elle n'était pas venue pour les mondanités, elle était venue pour conclure. Sans perdre un instant, elle posa sa mallette en cuir sur la table basse, l'ouvrit et en sortit un ordinateur portable ultra fin. L'écran s'illumina, projetant une lumière bleutée sur leurs visages tendus. « Élise, je sais que les mots ne suffisent pas toujours. Tu as besoin de concret, de visualiser l'avenir que nous t'offrons. Alors voilà. » Ce qui suivit fut une agression en haute définition. Pendant 20 longues minutes, Élise fut soumise à une présentation digne d'un fonds d'investissement. Des graphiques complexes, des projections financières optimistes, et surtout, des modélisations 3D du futur, domaine du lac d'argent, défilèrent. À l'écran, son potager, où Jean avait planté avec amour des tomates anciennes, était remplacé par un spa vitré au design épuré. Le vieux banc de pierre, témoin de tant de confidences, disparaissait au profit d'une piscine à débordement dont l'eau se confondait avec celle du lac. Chaque image était un coup de poignard dans sa mémoire. Chloé parlait, sa voix nette et précise, employant un jargon qui visait à la fois à impressionner et à exclure. Elle parlait des optimisations fiscales, de storytelling authentique, pour attirer une clientèle à haute valeur ajoutée. Quand une diapositive montra sa propre maison, rénovée au point d'en être méconnaissable, transformée ensuite luxueuse, Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne voyait pas une suite d'hôtels, mais la chambre où elle avait bercé Antoine malade, l'odeur du Vicks et de la camomille flottant encore dans son souvenir. Antoine, lui, se tortilla sur son siège, incapable de regarder l'écran. La présentation s'acheva sur une image satellite du domaine, un joyau parfaitement marqueté. Chloé ferma l'ordinateur avec un claquement sec et triomphant. Elle sortit alors le fameux classeur en cuir, l'ouvrit à la page du contrat, et le posa devant Élise, accompagné d'un stylo plume en argent massif qui semblait hors de prix. « Alors, on signe ? C'est une page qui se tourne, pour nous tous. Une page vers un avenir plus sûr, plus confortable. » Son sourire était celui d'un prédateur qui sait sa proie piégée. Élise ne jeta pas le moindre regard au contrat. Elle prit sa tasse, la porta à ses lèvres et but une lente gorgée de café. Le tic-tac de la vieille horloge comtoise dans le couloir semblait scander les secondes, amplifiant le silence qui s'était installé. Le sourire de Chloé commença à se figer. « Élise » insista-t-elle, une pointe d'impatience perçant sa voix contrôlée. Élise reposa sa tasse avec une infinie précaution. « Cette maison n'est pas un portefeuille d'actifs, Chloé,
dit-elle, sa voix soudainement pleine d'une autorité tranquille. C'est un reliquaire. Chaque pierre de ce jardin, chaque planche de ce parquet contient un souvenir qui vaut plus que tes 19 millions. D'un geste posé, elle se pencha vers le petit tiroir de la commode à côté de son fauteuil. Elle en sortit une simple feuille de papier, pliée en deux. Un papier officiel, portant le logo de la République française. Elle le tendit à Chloé. Ton projet est magnifique sur le papier. Simplement, il n'est plus réalisable. Il n'est plus en mon pouvoir de décider du sort de cette propriété. Le visage de Chloé se décomposa en une série de micro-expressions, la confusion, l'incrédulité, et enfin, la panique. Elle arracha presque le papier des mains d'Élise. Ses yeux, devenus de fente glaciale, parcoururent le document. Elle lut les mots, récépissé de déclaration, Association Loi 1901, et le nom, en toutes lettres, Fondation Lumière du Lac. Son visage devint cireux. La feuille de papier tremblait dans sa main. La fureur, une fureur froide, blanche, impuissante, déforma ses traits parfaits. C'est une blague, siffla-t-elle, sa voix méconnaissable. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est du vol. Après tout le travail que j'ai fourni. Vous nous manipulez depuis le début. Antoine, livide, murmura un faible, maman, s'il te plaît. Oh, mais c'est déjà fait, répondit Élise avec une infinie et terrible tranquillité. Elle se leva, contourna la table basse, ignorant leur visage défait et le stylo en argent qui gisait, inutile, à côté du contrat mort-né. Sans un regard en arrière, elle se dirigea vers la porte-fenêtre, l'ouvrit et sortit dans la lumière dorée de son jardin. Elle les laissait seuls au milieu de leur projet en ruine, seuls avec le silence assourdissant de leur défaite. Le véritable héritage n'était pas la terre d'une valeur de 19 millions, mais la paix d'esprit que l'on ressent en la protégeant. Quelques semaines plus tard, le jardin d'Élise était à nouveau en fête. Mais cette fois, l'ambiance n'avait rien de la tension d'un champ de bataille. Un soleil doux de novembre filtrait à travers les branches nues des platanes, réchauffant une assemblée hétéroclite. Il n'y avait pas de luxe ostentatoire, pas de service traiteur, mais des tables et des chaises dépareillées prêtées par les voisins, des nappes à carreaux, et de grands saladiers remplis de spécialités locales que chacun avait apportées. Les rires et le bourdonnement des conversations se mêlaient au cliquetis des verres de vin rosé du pays. C'était une célébration de la communauté, pour la communauté. Élise se tenait debout sur la petite estrade en bois que le menuisier du village avait montée pour l'occasion, son visage rayonnant d'une sérénité nouvelle. À ses côtés se tenaient Daniel, Lorraine et Martine, ses sœurs d'armes. « Mes amis, mes chers voisins », commença-t-elle, sa voix claire portant dans l'air frais. Beaucoup d'entre vous connaissent cette maison et ce lac depuis des années. Vous savez l'amour que mon mari, Jean, portait à cet endroit. J'ai cru, un temps, que ma seule mission était de le protéger du changement. Mais j'ai appris qu'un héritage ne survit pas en étant figé dans le passé. Il survit en devenant une graine pour l'avenir. Elle marqua une pause, son regard balayant l'assemblée. C'est pourquoi nous inaugurons aujourd'hui la Fondation Lumière du Lac. Ce ne sera pas un lieu de silence et de souvenirs, mais un lieu de vie, de partage et de transmission. Notre premier atelier, un cours de cuisine provençale pour les jeunes et les moins jeunes, commencera la semaine prochaine. Pour que les recettes de nos mères et de nos grands-mères ne se perdent jamais. Des applaudissements chaleureux et sincères s'élevèrent du jardin. Un peu plus tard, alors qu'elle discutait avec Maître Dubois, Élise surprit une conversation entre Martine et une autre femme du village. « Tu as lu le Provençal cette semaine », disait la femme. Le grand projet de complexe hôtelier sur le lac, annulé. Il paraît que les investisseurs parisiens se sont retirés brusquement. Quelle histoire! Martine haussa les épaules avec un sourire malicieux. Les projets bâtis sur de mauvaises fondations ne tiennent jamais longtemps, ma chère. Tiens, goûte-moi cette tapenade. C'est la recette d'Élise. Élise entendit sans feindre de ne pas le faire, mais la nouvelle ne lui procura aucune joie triomphante, seulement un sentiment de paix. L'histoire de Chloé et Antoine était terminée. La sienne, elle, ne faisait que commencer. Alors que la fête touchait à sa fin et que les invités repartaient, une jeune femme, une trentenaire qui avait récemment emménagé dans le village, s'approcha timidement d'Élise. « Madame.
Je voulais juste vous remercier, dit-elle, ses joues légèrement rosies. Je ne vous connais pas bien, mais, ce que vous faites, pour les femmes, pour le village, ça donne de l'espoir. Vraiment. Élise fut profondément touchée. Elle prit la main de la jeune femme dans les siennes, des mains ridées tenant une main lisse. Dans ce simple geste, tout le sens de son combat se cristallisa. Elle n'avait pas seulement sauvé un lopin de terre, elle avait allumé une petite lumière. Le soir venu, quand le calme fut revenu, Élise s'assit sur son banc favori face au lac, enveloppée dans un plaid. Daniel s'assit à côté d'elle. Elles restèrent là un long moment, en silence, à regarder les dernières lueurs du jour danser sur l'eau. Le silence n'était plus celui de la solitude, mais celui de la plénitude. Élise avait appris que le meilleur moyen de protéger un héritage n'était pas de le garder sous clé, mais de le partager avec ceux qui en connaissaient la véritable valeur. Et c'est ainsi que la lumière continua de briller sur le lac. L'histoire d'Élise nous rappelle que même dans le silence d'une vie qui semble ordinaire, les plus grandes batailles pour la dignité peuvent être menées, non avec fracas, mais avec la force tranquille de la conviction. Car la vraie valeur d'un héritage ne se mesure pas en millions, mais dans la lumière qu'il continue de projeter sur les autres. Comme une simple bougie placée sur le rebord d'une fenêtre, un acte de courage peut illuminer le chemin pour beaucoup. Si ce récit a touché votre cœur, peut-être pourriez-vous, à votre tour, offrir un peu de chaleur ou une oreille attentive à quelqu'un qui se sent invisible. Parfois, le plus beau des partages est simplement de faire savoir à une personne qu'elle est vue et que son histoire compte.